C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. L'État sénégalais veut reprendre la main sur les médias et les réseaux sociaux. Les députés ont adopté la création d'un Conseil national de régulation des médias, doté de pouvoirs de sanctions renforcés et d'outils pour surveiller l'espace numérique. Un mois après le cyclone Gézani, Tamatave tente de se reconstruire. Mais entre flambée des prix et aide qui se fait attendre, des milliers d'habitants restent sans toit. Reportage à Madagascar. Et Paris, capitale de la mode où des créateurs du monde entier se distinguent, comme Chouchou Lazare. Tout commence dans son atelier à Libreville où il transforme le raffia, une fibre extraite des feuilles de palmier, en véritable trésor. Mais tout de suite, direction le Sénégal qui passe à la vitesse supérieure dans la régulation des médias et des réseaux sociaux. L'Assemblée nationale vient d'adopter un projet de loi créant un Conseil national de régulation des médias. Cette nouvelle instance sera chargée de superviser l'audiovisuel, mais aussi et surtout les plateformes numériques avec un pouvoir de sanction élargi. Pour plus d'explications, on retrouve notre correspondant à Dakar, Eliman Daou. Bonsoir Eliman. Alors, première question, quelles seront les missions précises de ce nouveau conseil de régulation ? Écoutez, ce conseil de régulation des médias va remplacer le CNRA qui est le Conseil national de régulation de l'audiovisuel et donc avec un spectre beaucoup plus large car le CNRA était un conseil qui ne s'intéressait qu'à l'audiovisuel, à la radio et à la télévision. Le CNRM, le Conseil national de régulation des médias, englobe tous les secteurs médiatiques, à savoir l'audiovisuel, la presse, mais aussi les réseaux sociaux. C'est ça la nouveauté de ce Conseil national de régulation des médias avec une régulation qui sera transversale. Cela veut dire que ce ne seront pas les acteurs qui seront ciblés, mais les actions, l'activité qui sera notée dans ces différents secteurs médiatiques avec, vous l'avez rappelé, des sanctions beaucoup plus élargies, des pouvoirs beaucoup plus élargis, des sanctions qui vont de l'avertissement à l'amende ou encore des mesures administratives avec le retrait de canaux de diffusion, de signal pour ce qui concerne les radios et les télévisions, avec également un collège qui sera constitué de spécialistes des médias, spécialistes de la régulation des droits de l'homme, de la femme et des enfants, des membres de ce collège qui seront désignés par appel à candidature et qui seront tenus de fournir un rapport semestriel et annuel pour pouvoir faire état des sanctions ou des décisions qu'ils auront prises au cours de leur activité. Ce Conseil national de régulation des médias est salué par le pouvoir, par le ministre de la Communication, pour qui ce sera un régulateur qui va pouvoir répondre aux exigences de l'heure. Mais pour l'opposition, il s'agit ici d'un conseil qui pourra entraver la liberté d'expression. Je vous propose d'écouter Thierno Alassane Sall, député à l'Assemblée nationale, et Habibou Dia, qui est le directeur de la communication du Sénégal. Des Sénégalais savent, pour avoir connu la pratique de PASTEF, savent que l'optique de PASTEF, c'est d'assujettir et de mettre sous tutelle les réseaux sociaux, les personnes qui pensent autrement. Nous en sommes à un niveau où les gens sont en train de surveiller ce qu'ils disent ou pensent, se censurent, réfléchissent, tournent la langue 7 fois avant de proférer la moindre opinion, parce que simplement toute opinion pour vous amener devant les tribunaux. Un régulateur, son mandat premier, pour ceux qui savent ce qu'est un régulateur, dans les éléments qui sont énoncés dans la loi, c'est de garantir la pluralité médiatique et de protéger la liberté d'expression. Je ne vois pas comment, dans un état de droit démocratique comme le Sénégal, comment un régulateur peut se retrouver à restreindre. C'est vraiment un schéma, mais irréalisable et totalement utopique. Cette loi, elle est tournée vers l'avenir. C'est la première loi de ce genre en termes de régulation des médias et je peux vous garantir que beaucoup de pays bientôt vont s'inspirer du modèle sénégalais. Eliman, quelles sont les raisons qui ont poussé le gouvernement à mettre en place un tel système ?
Écoutez, c'est surtout l'augmentation du spectre d'action, surtout les réseaux sociaux qui avant n'étaient pas couverts par le Conseil national de régulation. À présent, ce Conseil aura beaucoup plus de pouvoir pour pouvoir réguler les réseaux sociaux, car on a noté ces dernières années au Sénégal beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux, de la diffusion de fausses nouvelles, des propos haineux, mais aussi des contenus qui peuvent impacter les plus vulnérables, à savoir les enfants qui étaient exposés à des contenus obscènes, parfois à des contenus qui peuvent tout simplement influencer leur éducation. Ce Conseil va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la régulation. Pas mal d'avis favorables ou défavorables, si je parle des avis de l'opposition, mais il était question quand même globalement parmi les acteurs au Sénégal d'aller vers un conseil qui regroupe tous les médias. Les réseaux sociaux vont pouvoir être régulés et on a noté ces dernières années, ces derniers mois, pas mal d'actions menées par la cybercriminalité au Sénégal, des plaintes à foison déposées à la cybercriminalité pour pouvoir, des plaintes qui visent des dérives notées sur les réseaux sociaux, et ce Conseil national va pouvoir peut-être aller beaucoup plus loin dans la régulation. Iliman Dao, merci beaucoup pour toutes ces précisions. À Madagascar, à présent, près d'un mois après le passage du cyclone tropical Gézani, l'est du pays peine encore à se relever. La ville de Tamatave et sa région ont été dévastées, laissant plus de 60 morts et près d'1 demi-million de sinistrés. Alors, si l'état de sinistre national a été décrété, la reconstruction, elle, s'annonce difficile. Le prix des matériaux flambe, rendant notamment la réparation des toits hors de portée pour beaucoup. Reportage d'Aurélie Couman. Chaque matin, la même scène se répète. Les files d'attente se rallongent devant les vendeurs de tôle. Ce matériau basique, qui sert de toit et de façade, est devenu un luxe depuis que la deuxième ville du pays a été ravagée par le cyclone Gézani le 10 février dernier. Après 3 jours d'attente, Gaspard s'impatiente. Alors, la tôle, il y en a ou pas? Vous nous dites d'attendre, mais on ne sait toujours pas. Le prix de la tôle a été multiplié par 2. Une inflation sauvage provoquée par l'explosion de la demande, mais aussi par la coupure des axes routiers qui a freiné leur acheminement. Notre maison est détruite et on doit encore batailler pour avoir des tôles. Je galère, je n'ai plus de maison et mes enfants ne mangent plus correctement. On a le ciel comme toit et il pleut. Voilà nos galères aujourd'hui. Le gouvernement a annoncé des sanctions contre les spéculateurs, mais jusqu'ici, aucun n'a été inquiété. Malgré l'aide internationale massive déployée et l'annonce d'une aide financière publique de 55 € par foyer, de nombreux sinistrés n'ont rien reçu. Lenteur des recensements, difficulté d'accès aux quartiers périphériques, l'aide peine à arriver aux plus nécessiteux, comme la Lise, 78 ans, aujourd'hui sans abri ni repas. Je reste là, dans un coin, et des gens viennent me donner à manger. Je n'ai reçu aucune aide. Devant l'impatience des sinistrés et les accusations de détournement de l'aide humanitaire, le préfet se veut rassurant. Tout ce qui est procédure sur la distribution, l'organisation, la distribution des aides aux sinistrés, ça ne pose pas de problème pour nous. Et on fait des suivis stricts pour que les aides soient directement arrivées aux bénéficiaires. 2 semaines après le passage de Gézani, le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes a suspendu le versement de l'aide financière par ménage. Les autorités réorganisent les listes après des manifestations dénonçant des erreurs de recensement. Entre procédures internationales et blocages logistiques, le soutien aux sinistrés reste à ce jour paralysé. La nouvelle est tombée après plusieurs jours d'incertitude. La Coupe d'Afrique des Nations féminines est bien reportée. Initialement prévue du 17 mars au 3 avril au Maroc, elle devrait avoir lieu finalement du 25 juillet au 16 août. La CAF a indiqué des circonstances imprévues pour expliquer ce report, sans donner plus de précision. La compétition organisée tous les 2 ans accueillera donc 16 équipes réparties en 4 groupes. Et elle fait suite à l'édition masculine remportée par le Sénégal contre le pays hôte le 18 janvier dernier. Et d'ailleurs, à l'issue de cette CAN masculine, Walid Regragui avait posé sa démission, mais la fédération marocaine attendait de trouver son successeur pour valider sa décision. C'est chose faite. Il s'agira de Mohamed Wabi, le vainqueur de la Coupe du Monde U20 en octobre, qui aura la lourde tâche de lui succéder.
La fièvre de la mode s'empare de Paris alors que la Fashion Week est de retour dans la capitale française jusqu'au 10 mars. Mais avant d'y présenter sa nouvelle collection, le créateur gabonais Chouchou Lazare a ouvert les portes de son atelier à Libreville. Sa signature, le raffia, une fibre naturelle extraite des feuilles de palmier qu'il transforme en pièces haute couture sous l'œil avisé de Awa Diouf. C'est une matière inattendue sur les podiums. Pourtant, le créateur gabonais Chouchou Lazare décline le raffia, cette fibre naturelle sous toutes ses formes. Un savoir-faire qu'il est venu présenter à Paris, où il a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Le défilé était magnifique, je pense que tout le monde a apprécié. Mais la cerise sur le gâteau, c'était le prix. C'est toujours important de recevoir, de savoir que votre travail est apprécié. Sinon, après, on oublie qu'on fait de belles choses. C'est dans son atelier à Libreville que la magie opère. Le raffia y est d'abord séché, puis taillé minutieusement à la main. Issu des palmiers raffia, ce matériau est généralement utilisé pour des accessoires ou la décoration. Chouchou Lazare, lui, en fait sa signature. Au Gabon, cette fibre porte une signification particulière. Le raffia, au départ, ça a été utilisé pour des nobles, pour le chef du village. Et c'était un code. Ça dépendait de la longueur de votre raffia, du motif qu'il y avait dessus, parce qu'il y a des motifs aussi qui étaient faits à partir d'écorces d'arbres. C'est un tissu traditionnel qui rentre aussi dans la spiritualité de notre pays. C'est un tissu qui parle aux ancêtres. Avec ses créations, Chouchou Lazare veut faire du raffia un emblème du Gabon et porter la mode du pays sur la scène internationale. Et voilà, c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.